Bonjour, je suis Marie-Christina et bienvenue sur mon canal YouTube Astrotarotina. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Du temps, pas du temps météorologique, mais du temps que l'être humain essaie de mesurer depuis tout le temps, effectivement, oui, je fais une répétition, et qui est à la base de la quête scientifique même de l'être humain. Comment mesurer les temps? C'est un enjeu vraiment qui existe depuis des temps immémoriaux. Et donc nous allons traiter ce sujet-là du temps d'un point de vue, on peut dire philosophique, mais vraiment très très léger, très agréable, vous allez voir. Et ensuite nous allons chercher les signes du temps dans l'astrologie, effectivement en astrologie, et aussi dans les tarots. Et nous allons terminer par une petite pratique que je vais vous expliquer, décrire et suggérer. Donc vous me direz, mais pourquoi Marie-Christine a parlé du temps? Parce que le temps est partout, et parce que le temps est dans notre vie quotidienne, et en réalité nous ne savons pas très bien ce que c'est que le temps. Et en plus parce que le temps délimite, décrit plutôt si vous voulez, un contraste de perception. Et par exemple, Albert Einstein disait: une heure assis à côté d'une jolie femme semble durer une minute assis sur un four brûlant semble durer une heure. C'est ça la relativité. C'est exactement ce que disait Einstein. Et ensuite, parce que chacun d'entre nous a une relation différente avec le temps. Il y en a qui chronomètrent chaque action qu'ils font, il y en a comme moi qui vivent effectivement sans montre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Et qui plus est, même pour le même être humain, les temps ne se coulent pas de la même façon. Par exemple, quand on fait quelque chose qu'on aime, comme actuellement, moi je suis en train de faire quelque chose que j'aime, effectivement, le temps disparaît. En revanche, quand je m'ennuie, par exemple moi, je parle de moi, le temps ralentit, quand on vieillit, il s'accélère. Donc, et pourtant, vous voyez, le temps est le même, c'est-à-dire que si on regarde une montre, il y a des minutes, il y a des heures, il y a des aiguilles, mais la notion, ce que nous ressentons, la vitesse du temps, ou même la notion du temps, n'est pas la même. Et nous allons toujours chercher de l'aide pour le décrire un peu mieux chez les Grecs, dans les Grecs antiques. Et nous voyons que les Grecs parlent de trois types de temps: Chronos, Kairos et Aion. Très rapidement et très simplement, Chronos est le temps qu'on peut mesurer. Les temps effectivement chronologiques, les temps que nous connaissons tous, c'est un temps physique. Et Chronos nous permet de segmenter les temps, un passé, présent, futur, et nous avons comment dirais-je, des mesures. Nous pouvons les mesurer par la seconde, la minute, l'heure, etc. Donc il est quantitatif. Et dans la mythologie grecque, Chronos est donc un dieu qui représente la personnification des temps, qui a plusieurs enfants, et parmi ces enfants, les heures, oui, qui sont la personnification de 12 heures du jour et de 12 heures de la nuit. Et après, nous avons Kairos. Kairos, c'est un temps, si Chronos est quantitatif, Kairos est qualitatif. Kairos, c'est le point de basculement entre un avant et un après. C'est un temps entre. Et Kairos représente plutôt, si vous voulez, quelque chose de spécial qui se produit. Donc, ce n'est pas un temps justement quantitatif, mais c'est lié à un ressenti. C'est une notion du temps qui nous donne l'idée de la profondeur du temps. Peut-être un aspect un peu plus psychologique. Et ensuite, nous avons Aion, le dernier. C'est Aion, c'est les temps des cycles. Donc, les cycles, par exemple, les cycles des saisons. Par exemple, les cycles de la respiration. Vous savez, la respiration est basée aussi sur un cycle. Ou alors, effectivement, les cycles du sommeil. Là encore, Aion, dans la mythologie grecque, nous avons une divinité grecque, Aion, qui est liée au temps, et c'est un temps qui est représenté par un cercle qui englobe l'univers. Vous savez, pour les Grecs, le cercle était la figure géométrique parfaite. Tout comme le firmament, qui était un cercle, tout comme le zodiaque. Donc c'est un temps illimité. Alors qu'est-ce que nous faisons avec ces trois principes? Mais nous les faisons dans notre vie. C'est-à-dire avec Chronos, nous organisons notre quotidien, nos journées, mais vous imaginez si ce n'était que ça, notre vie serait misérable. Avec Kairos, bien sûr, nous avons l'idée de l'émerveillement, de la découverte, l'événement extraordinaire ou spécial qui nous donne un temps suspendu, entre un avant et un après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis nous avons justement Aion, mais ça dans notre vie,
qui nous indique les cycles, c'est-à-dire nous savons qu'après parfois des moments difficiles dans la vie, il y a toujours des moments plus cléments qui arrivent, comme l'énergie dans l'univers, comme les saisons qui passent, etc. Alors, mais comment on peut décliner ou repérer les temps, par exemple, en astrologie? En astrologie, on peut dire que le temps est à la base, est au cœur de l'astrologie. Alors, nous en avons déjà parlé, mais très rapidement, les cycles des planètes, le Soleil, qui nous donne une alternance de jour et de nuit, la Lune, qui effectivement, si c'est bien la Lune, qui effectivement traverse le zodiaque en 28 jours et demi, Mercure, qui est la plus rapide des planètes, en 88 jours, Vénus, la belle Vénus, en 116 jours, c'est-à-dire à peu près en 4 mois, Mars, en 2 ans et demi, Jupiter, 12 ans, Saturne, nous en reparlerons tout à l'heure, 29 ans et demi, avec les cycles, avec les retours, le premier retour, le deuxième retour de Saturne. Uranus, 84 ans. Neptune, 165 ans. Et Pluton, 48 ans environ toujours. Hein. Donc vous voyez déjà une idée de cycle. Le mouvement des astres est basé sur une danse cosmique et une danse est rythmée. Donc le temps est aussi un rythme. Et parmi les planètes, lesquelles nous rappellent les temps en particulier, hein, j'ai envie de dire, forcément, mais voilà, la Lune et forcément Saturne. Commençons par la Lune. La Lune est un archétype primaire, nous le savons très très fort, et depuis des temps immémoriaux, l'homme se base sur l'observation des cycles de la Lune. Comme le Soleil, il marque les cycles des choses, parce que la Lune, comme le Soleil, émerge de l'obscurité, se lève, atteint son apogée, décline et disparaît. Mais en plus, la Lune change d'aspect, change de forme. Hein, la Lune, la pleine Lune, la nouvelle Lune, le premier quart, le dernier quart, vous voyez. Et donc, c'est naturellement lié à un aspect psychologique de l'être humain, à tel point, aspect psychologique, que nous avons forgé un adjectif qui est lunatique, qui est un mot d'origine latine, qui veut dire, qui indique quelqu'un qui a une humeur changeante selon les phases de la Lune. Alors, nous savons aussi que dans l'Antiquité, les prêtresses vénéraient voilà, les couples soleil-lune, leur danse, les cycles. Nous sommes toujours dans l'idée du rythme et du temps, en sachant qu'effectivement la Lune nous amène à un aspect psychologique important lié à la physiologie. En effet, nous savons aussi que le mouvement de la Lune influence les marées terrestres et les rythmes biologiques de tous les êtres vivants sur la Terre. Comme nous savons aussi que la Lune est liée, la Lune qui est un domicile, c'est-à-dire qui est chez elle dans le signe du Cancer et qui est exaltée dans le signe du Taureau, est liée à l'élément eau et au liquide. Comment? C'est-à-dire, quand nous avons, je cherche bien, voilà, la nouvelle Lune, la voilà, nous savons que c'est une période de renouvellement et de régénération, c'est-à-dire nous savons qu'à la nouvelle Lune, nous pouvons initier, imaginer des projets nouveaux. Et physiquement parlant, c'est le moment où on peut se désintoxiquer, on peut se débarrasser des vieilles habitudes, on peut s'auto-purifier. Après, nous avons le premier croissant de lune. Alors, dans les premiers croissants de lune, il y a une accumulation de liquide, en revanche, et c'est un moment aussi des crises et des tensions, parce qu'on sent qu'il y a un changement qui est en cours. Et après, nous avons la pleine lune. Et la pleine lune, nous savons que c'est, si vous voulez, la potentialité maximale de l'énergie. Nous savons qu'à la pleine lune, d'ailleurs, nous avons tellement d'énergie que pour certains d'entre nous, nous pouvons souffrir d'insomnie, d'irritabilité, nous pouvons souffrir de nervosité. C'est-à-dire il y a une énergie ascendante, très importante, au maximum, à son apogée, qui donne vraiment chez des gens des moments de vérité. Et ensuite, nous avons la lune décroissante, et là encore, c'est une fin avant un nouveau départ. Et ensuite, l'autre planète qui nous fait penser au temps, bien évidemment, est Saturne. Voilà. Saturne est la 7e planète, visible à l'œil nu, qui met, comme on a dit, 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque.
Et à l'œil nu, elle est plutôt terne, elle n'est pas aussi éclatante que Vénus et Jupiter. Donc c'est pour ça que les anciens, c'est-à-dire avant l'invention du télescope, disaient qu'effectivement, enfin, relier Saturne à quelque chose de terne, un peu tristouné, les limites, la fin de la vie, enfin, vous voyez, des choses pas très gaies. D'ailleurs, on l'appelait les grands maléfiques, on appelait Mars le petit maléfique. Alors maintenant, heureusement, on le relie plutôt à la sagesse, à la maturité. Et allons chercher un peu du côté du mythe de Saturne pour nous expliquer ça. Donc Saturne est le fils d'Uranus, de Gaïa, qui ont beaucoup d'enfants, voilà, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et Uranus cache ses enfants, il ne veut pas qu'ils voient la lumière du jour. Donc la mère, à un moment donné, en a assez, demande au plus jeune de ses enfants, à Saturne, tout simplement évirer le père, donc lui donne une faux, et Saturne arrive, il évire le père, il jette son organe génital dans la mer, et de l'écume de cette mer naît Vénus. Pour connaître le mythe de la naissance de Vénus, je vous renvoie à la vidéo que nous avons déjà publiée sur l'amour, où je parle effectivement de Vénus. Et donc le père est viré, Chronos devient le roi des cieux, et lui-même il aura une épouse, lui-même il aura des enfants, et un jour un oracle prophétise qu'il aura le même sort que son père, Uranus, c'est-à-dire que l'un de ses enfants le tuera. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de manger tous ses enfants. Et, mais la prophétie se réalise comme toujours, et c'est-à-dire Zeus finira par effectivement tuer le père malgré tout et libérer les frères, voilà, les frères et les sœurs que le père avait gardés à l'intérieur de son ventre. Donc comment dirais-je, c'est un mythe quand même qui est très important, qui est souvent représenté Saturne par un vieillard avec une longue barbe. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est l'expérience que due au temps. Donc c'est pour ça qu'on rentre avec l'idée du temps, des cycles aussi. Hein. Par exemple, on ne sort pas indemne des cycles de Saturne, la crise de la trentaine, la crise de la soixantaine, vous en avez entendu parler. Ce sont généralement, la vie nous propose de faire des bilans, on nous propose des épreuves. Mais pourquoi des épreuves? Pour nous montrer les progrès que nous avons fait et pour nous montrer aussi que la vie est faite de cycles de transformation et que donc dans notre voyage nous avons cycliquement des choses qui ne nous servent plus, donc que nous laissons partir, et puis nous continuons notre cycle dans un cycle suivant avec un autre type de bagage. Donc c'est effectivement relié au temps qui passe, à la vieillesse bien sûr, mais vraiment à la certitude que tout est fait de cycles. Encore une fois, on rentre dans l'idée du rythme, on rentre dans l'idée de la séparation nécessaire, du détachement nécessaire pour pouvoir grandir. Et d'ailleurs, les glyphes de Saturne, que je n'ai pas préparé, mais j'aurais dû le préparer, effectivement, c'est dommage, c'est si vous voulez, rappelle la faux qui a été donnée lui a été donné par la mère avec laquelle il a émasculé le père sur effectivement sur un symbole qui rappelle la matière. Et donc pour ça, Saturne est appelé les grands sages, parce que c'est lié au temps, mais aussi les grands élagueurs. Parce qu'avec les temps, j'insiste sur ça, avec l'expérience, on élimine les choses qui ne sont plus pour nous nécessaires. Alors maintenant, allons voir du côté des tarots. Et les tarots, ce sont les arcanes majeurs qui nous aident. Nous allons voir un peu, bon, il y a beaucoup d'arcanes qui peuvent nous rappeler les temps, mais il y en a deux tout particulièrement, et sont l'ermite et la lune. Voilà. Alors, je commence par la lune. La lune, déjà, regardez d'un point de vue numérologique, voilà. Donc, l'ermite c'est 9, la lune c'est 18. Donc, on peut dire que la lune c'est 2 fois 9, 18. Donc, 2 fois 2 cycles. La fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. L'aspect cyclique de l'existence. Et en plus, 18 c'est 8 plus 1 égale 9. Encore une fois, un cycle. Mais bon, au-delà de la numérologie, c'est pas ça le sujet. Nous allons commencer par la lune. Je vous ai choisi, voilà, 2 types de tarots différents. Les Jodorowsky à moi, bien sûr, et les Dodal. Vous voyez, bon, c'est le même
image, c'est effectivement l'arcane le plus complexe parce qu'il y a plein de symboles. Déjà, vous voyez deux tours, une plus petite, une un peu plus grande. Vous voyez deux chiens loups, un couleur effectivement bleu clair, ce qui veut dire l'émotion, et émotion qui est incarnée par la suite, donc la transposition des émotions qui sont incarnées, qui sont travaillées. Et c'est aussi l'arcane où il y a le bassin d'eau le plus important, et nous savons que l'eau représente tout ce qui est l'intuition, l'inconscient, l'imaginaire, les ressentis, les émotions, je ne sais pas si je l'ai dit déjà. Et en même temps, vous voyez qu'en haut, voilà, vous avez le soleil et la lune, parce que les deux vont ensemble, bien évidemment. Et nous savons bien que quand il y a pleine lune, c'est éclairé, mais quand il y a nouvelle lune, nous sommes dans le noir. Donc, c'est un arcane qui nous parle aussi d'incertitude, de confusion, d'ambiguïté, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont floues. Donc voilà, il y a la notion du temps, la notion du cycle, la notion de transformation, et la notion aussi, on peut dire, dans sa face sombre, d'illusion parfois. Ensuite, nous allons parler de l'ermite, qui nous rappelle notre Saturne, duquel nous avons parlé. Donc l'ermite, toujours selon Kamoa et Jodorowsky, je vous ai choisi ces deux arcanes-là. Nous avons un personnage qui est mûr, un barbu. Il y a plusieurs barbus dans les tarots. Il y a l'empereur qui est barbu, il y a le pape qui est barbu. Et on dirait qu'il avance, il n'avance pas vraiment. Hein. On peut dire qu'il garde son bâton rouge, qui est rouge, ça veut dire l'action, mais comme un frein à main. Et il éclaire avec sa lanterne du côté du passé. Donc, il nous représente vraiment l'importance de l'expérience acquise, l'expérience qui nous permet de comprendre les choses. Et parfois, pour les comprendre, on a besoin de recueillement, c'est-à-dire de s'éloigner des distractions du monde. Donc, ça représente aussi un peu la solitude, mais surtout, j'insiste, parce qu'on revient à la notion du temps, les temps nécessaires pour comprendre, les temps nécessaires pour obtenir ce qu'on cherche. Donc, c'est une image aussi qui nous indique la patience. Ou alors la pause de l'agitation quotidienne, l'importance de se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous. Alors, voyons, ici on le voit mieux, notre ermite a 3 ridules sur son front, donc il nous rappelle, et en plus ermite, vous voyez que là c'est écrit avec un H, alors qu'en français on l'écrit sans H, donc il nous rappelle Hermète Trismégiste, c'est-à-dire les 3 fois sage. Donc on revient vraiment à cette idée de sagesse profonde. C'est un éclaireur, l'ermite, hein, c'est un guide. À la différence, je peux dire, et je n'ai pas préparé l'arcane, mais je vais prendre quelques secondes pour vous le chercher. C'est l'arcane du pape, voilà, vous voyez. Alors, le pape, c'est une communication verticale. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons. Et c'est l'expert, il indique vraiment l'expert. C'est-à-dire, vous avez besoin de quelque chose, vous posez une question, le pape vous répond. L'ermite, c'est le guide, c'est l'éclaireur. Vous montez sur la montagne, vous allez le voir dans sa grotte, dans sa caverne, vous posez la question, il vous répond, il ne vous répond pas. Donc, c'est vraiment la différence de ces figures qui sont barbues toutes les deux, donc une représentation d'une certaine sagesse. Donc, je reviens à cette idée de temps, c'est-à-dire qu'il représente aussi la continuité des choses, l'ermite, comme par exemple un amour qui dure depuis longtemps. Et dans sa face un peu plus sombre, on peut dire que c'est vraiment la solitude, l'isolement, ou alors la lenteur, ou alors le fait de ne pas admettre que le temps passe. Donc je dirais que le temps est vraiment très important, c'est une banalité, mais réfléchissez un peu sur ça. Et prenez le temps pour vous, prenez le temps pour les gens que vous aimez, prenez le temps de vivre surtout. Voilà, ça c'est mon petit conseil final. Et je terminerai par une petite pratique, c'est-à-dire choisissez votre jeu, le jeu que vous préférez, et vous prenez les 2 arcanes dont nous avons parlé, c'est-à-dire la lune et l'ermite, vous les posez sur la table, vous les observez. Voilà, vous passez un moment à observer. Vous notez ce qui émerge, toujours sans jugement, quelques minutes, pas plus. Et voyez un peu ce qui vous inspire
peut-être vous aurez besoin de réécouter la vidéo, d'aller voir certains aspects dont nous avons parlé, en astrologie, quelque chose qui vous inspire justement. Et vous pouvez terminer cette pratique en prenant un livre qui vous plaît, qui est important pour vous. Moi je choisis ce livre qui est en italien, Donne che corrono con i lupi, mais qui est traduit aussi en français, Femmes qui courent avec les loups. C'est un livre pour moi vraiment très intéressant et très important. Et je vous invite à l'ouvrir et à regarder quelle est la page. Vous faites la somme ésotérique et vous voyez à quel arcane cela vous renvoie et vous ajoutez cet arcane à votre réflexion, à votre, on peut dire ça, oui, méditation. Donc par exemple, là j'ouvre et j'ai 341, donc c'est 8, c'est la justice. Donc effectivement, je peux faire une petite méditation en ajoutant aux arcanes dont nous avons parlé aujourd'hui, l'arcane 8, qui est l'arcane de la justice, qui est celui-là, qui est une carte qui me parle d'équilibre et de beaucoup d'autres choses. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, merci d'avoir passé quelques moments de votre journée avec moi. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment un pouce, activez la petite cloche de notification des vidéos qui vont paraître, abonnez-vous à la chaîne, partagez, diffusez cette vidéo avec les gens qui vous pensez peuvent être intéressés. Vous pouvez me mettre un commentaire en bas, vous avez déjà vu que je réponds à tout le monde. Vous pouvez m'écrire par email à mariacristina.astrotarot avec un T final @gmail.com. Je répondrai à tout le monde, ce sera vraiment avec un grand plaisir. Et vous pouvez aussi aller découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, ma chaîne Instagram qui porte le même nom, Astrotarotina, où vous trouverez des vidéos d'une minute 30, pas plus, donc assez rapide, et des publications sur beaucoup de sujets d'astrologie, des tarots et beaucoup de choses qui me plaisent en général. Et ce sera un plaisir pour moi de partager, de voir que vous faites vivre ces publications et vous faites, voilà, vous contribuez à diffuser des choses qui me passionnent tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne route.